Alors on y est, ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième live Facebook de Basket Formation. Donc on va faire comme d'habitude, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde, que ceux qui voulaient assister puissent arriver. Et donc je reprécise le propos, c'est d'essayer de faire un live chaque semaine qui correspond à l'article que j'ai mis en ligne le mardi. Voilà, donc c'est une petite idée que j'avais. J'espère que ça vous plaira et puis qu'on pourra continuer à faire ça si ça correspond à vos attentes. Celui avec Emmanuel la semaine dernière, a priori, a bien plu sur le lancer franc. Et donc, si vous vous souvenez de mon article, mon questionnement était de se dire, alors pas mon article, mais on va dire mon billet d'humeur le lendemain de l'article était de se dire que on avait du mal à trouver en France de manière unanime 2-3 noms qui ressortent où on se dit bah ouais c'est lui, le mini basket c'est lui ou c'est elle d'ailleurs, hein, parce qu'on dit souvent lui. Voilà. Et est ressorti un nom de donc Benoît qui nous rejoint aujourd'hui, Benoît Benitez, qui a été cité par 2-3 d'entre vous. Et donc que je suis ravi d'accueillir et de rencontrer, puisque je ne le connaissais pas du tout. Donc bonjour Benoît. Salut, bonjour, Donc, bonjour à tous. Donc je vais là ouais voilà ça commence à venir. Je vais laisser Benoît se présenter. On va démarrer comme ça et puis après on va lancer notre petit thème sur le mini basket pendant une petite demi-heure selon vos interactions. Voilà Benoît, si tu veux te présenter à la communauté. Oui, bon, dans un premier temps, par rapport à ce que tu as dit, voilà, je tiens à préciser que je ne me sens pas et je ne suis pas du tout une référence dans le mini-basket. J'ai eu un parcours dans le mini-basket, mais voilà, ça fait bien longtemps, enfin bien longtemps. Ça fait un moment que je ne m'entraîne plus dans le mini-basket. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, pour commencer à répondre à ta question sur le manque de référence, c'est vrai que le mini-basket, pour moi, c'est quelque chose qui reste, on va dire, plutôt départemental, puisque bon, il n'y a pas de championnat de France U11, U13. D'un côté, Dieu merci, ce n'est pas forcément quelque chose qui serait forcément intéressant à faire. Mais en tous les cas, il existe beaucoup, beaucoup de passionnés de mini-basket, de basket. Voilà, moi, je fais partie de ces passionnés. Je suis tombé dans la marmite à 6 ans, j'en suis jamais sorti, je crois. Et voilà, j'ai rencontré ma femme et j'ai eu la chance que mes enfants qui sont nés dans cette marmite, ils soient restés et que j'ai pu les suivre, les accompagner dans ce basket, quoi. Donc après, pour me présenter, ben voilà, moi je suis enseignant d'éducation physique et sportive à Perpignan. Par contre, je ne suis pas originaire de Catalogne. J'ai commencé le basket à Bellegarde sur Valserine et jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai fait mon professorat de PS à Grenoble. Et de là, je suis parti à Maurienne jouer en tant que joueur National 3 jusqu'à Pro B. Et après la Pro B, ben, je suis descendu à Toulouse, club en National 2 à l'époque. Donc, il n'y avait pas l'AN1, qui correspondait à l'AN1, on va dire maintenant. En tant que joueur, professeur, au début, j'ai fait l'armée, et puis après, je me suis mis en dispo. Et puis, j'ai récupéré donc un poste de, de conseiller technique, on va dire, d'agent de développement dans le comité des Pyrénées-Orientales. Voilà, donc à partir de là, j'ai commencé à avoir des petites missions au niveau de la Fédé, puisque c'est là où ont commencé à venir les emplois jeunes à l'époque. Et la Fédé m'avait demandé Yvan Minini, Frédéric Juniet, de coordonner un petit peu cette multitude d'emplois, puisque je ne sais pas pour ceux qui ont connu, mais ça a été une sorte de raz-de-marée de salariés dans les clubs. Hein. Le moindre petit club pouvait avoir son salarié, le basket. Et la Fédé à l'époque, Yvan Minini et Frédéric Juniet avaient voulu que ces agents de développement soient orientés un petit peu sur le mini-basket, le développement des écoles de basket, les partenariats avec les écoles primaires, voilà, dans un but d'avoir un basket de masse au niveau du mini-basket. Donc je suis intervenu là-dessus avec la commission des jeunes et à l'époque Bernard Gava et d'autres. Et j'ai rencontré plein de personnes motivées par le mini-basket. J'en citerai, j'en oublierai forcément, mais la rencontre avec Jean-Jacques Méric de Palaiso a été importante pour moi aussi, parce qu'il a vraiment proposé des choses, il propose toujours des choses extraordinaires sur le mini-basket. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Et ensuite, j'ai repris mon poste de prof de PS à Perpignan. J'étais toujours joueur, j'ai arrêté de jouer, j'ai entraîné. Et donc, toujours à Toulouse, à côté de Perpignan, qui est toujours mon club, je montre.
Et, euh, et là, Toulouse, j'ai tout fait, joueur, entraîneur, président. Et mes garçons ont commencé à jouer au basket. Et voilà, je me suis occupé d'eux au basket. De baby jusqu'à U18 France, etc. Et voilà, donc à l'heure actuelle, je suis prof de PS dans un collège à Perpignan où j'ai une section sportive, basket, avec des enfants qui sont de la 6e à la 3e avec 2 entraînements par semaine en plus de l'entraînement en club. Et je suis directeur sportif, technique, général manager, comme on veut, de Toulouse Basket, où on est reparti avec une équipe de National 3 et puis des jeunes en 18 France dont je m'occupe. Et puis voilà le tour plus ou moins complet de mon parcours. Ok, merci. Alors, pour nous ramener aussi nous centrer aussi sur le mini basket, c'était la question du jour, c'était de se dire finalement quelle place le mini basket a dans les clubs. On peut peut-être partir de Toulouse. Comment toi, vu que tu es dans le club, comment vous gérez cette école-là, et notamment aussi s'appuyer sur le document que j'ai partagé hier, je crois, que tu avais fait avec ta femme aussi, je crois qu'il est brevet d'État et prof de PS aussi. Et moi qui m'a parlé parce que bon, il serait à remettre au goût du jour, on va dire sur le plan du design, tu sais, voilà, parce qu'il y a des choses qui évoluent, mais on va dire que le fond, le fond, on venait d'en parler juste avant, était très très ludique, très imagé, et moi ça me parle beaucoup. Et donc l'idée de voilà, qu'est-ce qui a amené à faire ce document-là, c'est donc que toi, à titre personnel, et la Fédé sentaient qu'il y avait un manque. Et l'idée, c'est de savoir toi comment tu trouves que les clubs se sont structurés depuis, et est-ce que ce manque-là a été gommé, pas gommé, est-ce qu'il y a des voilà, comment on se situe dans le mini basket pour l'instant, ton impression? Alors, par rapport à ce document-là, une saison de baby basket, bon, à l'époque j'étais à la Fédé, mais à la Fédé, on faisait beaucoup de documents à partir de U9, voilà, les U9, les mini poussins qu'on appelait à l'époque, et les poussins, parce qu'on intervenait aussi beaucoup au niveau des écoles en CE2, CE1, CM1, CM2. Et là, donc, on était sur des exercices ou des mises en place qui ressemblent à ce qu'on fait en club, donc sans trop de soucis, pas trop de problèmes d'auteur de panier ou de ballon, bon, ça allait. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que quand mes garçons ont commencé à jouer au basket, et bon, comme ils sont nés entre guillemets dans une salle, forcément ils nous suivaient, et rapidement, 2 ans et demi, 3 ans, et ben ils driblaient, ils shootaient un peu sur le côté, enfin, et donc on a dit on va les mettre au bas du basket, quoi. Et voilà, et les premières fois où ils sont arrivés à l'entraînement, et je me rappelle même la première fois, c'était un entraîneur autre que moi qui commençait à s'en occuper. Bon, et j'ai vu que rapidement il était un peu paniqué, il ne savait pas trop quoi faire. Bon, il y en a qui avaient 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, donc c'était vraiment compliqué, quoi. Et donc je lui ai dit, bon, attends, je vais venir t'aider, parce que c'est vrai que c'est très particulier comme public, quoi, hein, avec les parents à côté, l'enfant qui au bout de 2 minutes part voir son parent parce qu'il a envie de faire pipi, ou qu'il a soif, ou qu'il a plus envie, ou qu'il veut faire autre chose. Et voilà, donc on a commencé à s'y mettre avec des difficultés. Et puis en rentrant le soir à la maison, enfin en discutant avec ma femme, on s'est dit ouais, comment on peut faire pour tenir les enfants sur une séance, ne serait-ce que 45 minutes. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de cet âge-là garde son attention, peut écouter, peut. Et puis c'est parti du simple fait que nos enfants, dès qu'on voulait entre guillemets avoir la paix, on les mettait devant une bande dessinée, à la télé, une cassette, puis on les mettait, Télétobies, et c'est parti, quoi. Et on s'est dit mince, est-ce que il faut. Et quand on leur racontait une histoire, on leur lisait une histoire, ils étaient attentifs, quoi. Donc on est parti de là, on s'est dit tiens, on va leur raconter une histoire. Au lieu d'arriver et dire c'est une séance de basket, non, venez, on va vous raconter une histoire. Et là, il fallait rentrer dans l'imaginaire. Une des premières séances que j'ai dû faire, ça a dû être les sorcières, aller chercher des bonbons. Après, rapidement, on est rentré sur l'univers Disney, le Roi Lion à l'époque. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, que si on doit le remettre au goût du jour, c'est prendre les dessins animés actuels ou les films actuels. Donc à l'époque, il y avait Harry Potter, il y avait voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, on essayait de raconter une histoire au fur et à mesure de la séance, où il fallait passer par différentes étapes, ce qui reprend un peu maintenant les jeux vidéo avec des niveaux à passer, des choses comme ça, quoi. Et en étant aussi très matériel, c'est-à-dire que marquer un panier pour les enfants à l'époque, on s'est dit, c'est pas, voilà, ils ont marqué un panier, autant nous c'est important, ou ça l'est plus tard, autant à cet âge-là, à 4 ans.
Et par contre, aller marquer un panier, mais ramasser un petit bouchon et ramener le bouchon, là, on s'est dit, tiens, ça peut-être les marquer. Et leur but, c'était d'aller chercher des bouchons et d'aller les empiler ou aller faire quelque chose avec, des choses comme ça, quoi. Et voilà, et donc prendre des bouchons de bouteilles, des choses comme ça, et puis transformer le matériel, le plot renversé, ça devient un crocodile, voilà, des choses à enjamber, des choses à passer dessous. Et bien évidemment, on est beaucoup resté sur tout ce qui est tir et puis dribble, déplacement, tous les enfants avec leur ballon, et puis voilà. Et les passes venaient vraiment bien plus loin, quoi, dans la saison, ou en tout cas dans les séances, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé par rapport au bouquin. Parce que pour revenir là, pour rentrer plus dans les contenus, la passe, c'est vrai notamment en baby, alors baby c'est encore un autre public, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très complexe. Des fois même pour certains mini poussins première année, voilà. On peut pour continuer attends, hop. Pour continuer l'échange, je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais. Je l'augmente un peu. J'avais mis, tu vois, on peut avoir une petite discussion là-dessus aussi. Donc l'école de basket dans un club, pour replacer aussi ça dans un club, c'était important que le club sache pourquoi il a une école de basket et qu'est-ce qu'il veut en faire. Ça me paraissait assez incontournable, parce que dans un premier temps, souvent c'est pour dire, le fond c'est quand même pour gagner, entre guillemets, gagner c'est peut-être pas le bon terme, mais des licenciés. Et le plus dur c'est de les conserver, parce qu'on est à un âge où c'est du turnover. Donc moi j'avais noté bien accueillir les gens, notamment les parents. On pourrait avoir une longue discussion sur la relation aux parents, parce que beaucoup d'entraîneurs disent les parents ils sont relous, mais en fait non, ils sont pas relous, les parents, ils sont les parents, donc ils sont les garants voilà, ils ont des attentes et c'est important d'en tenir compte. Moi j'ai trouvé qu'on allait vers la compétence aussi, c'est-à-dire que comme les autres sports se structurent, entre deux sports qu'un gamin plaît, on ira peut-être plus vers celui où la compétence est clairement établie et reconnue. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'avais mis, alors on va mettre les priorités apprentissage, moi j'avais mis ça en premier. Pour moi, voilà, que la priorité absolue, comme on avait affaire à un public de jeunes, c'était d'avoir le plaisir et d'être ensemble et de jouer. Et moi, j'ai vu dans ton document que tu avais fait à l'époque là, sur le baby basket, j'ai noté que notamment dans votre page d'intro, tu avais mis que la clé, c'était, il y en avait 3 pour vous, enfin deux, moi j'en ai mis une troisième, mais tu me diras ce que tu en penses. C'était la réussite, c'est-à-dire que dans l'école de basket, les enfants doivent tout le temps être en situation de réussite et pas d'échec. Donc proposer, ça veut dire, je continue la réflexion, mais j'imagine que derrière ça, tu voulais sans doute dire ça veut dire des défis réalisables. Oui. J'imagine. Oui, ça veut dire adapter le matériel, hein, donc c'est pour ça que le matériel du baby est intéressant, puisqu'il peut se baisser énormément et donc permettre à n'importe quel petit de venir se matcher s'il faut, si au départ il n'arrive pas à tirer, quoi. Oui, donc c'est sûr que la réussite, de toute façon, comme je dis souvent, n'importe qui dans la vie, au bout d'un moment, quand on est constamment en échec, on perd forcément en motivation. Donc chez les petits, et encore plus, il faut que rapidement ils soient en réussite, même s'il y a parfois il y a un petit peu d'échec, mais à l'entraîneur, l'éducateur d'adapter pour que rapidement il y arrive. Donc ça c'est très important, c'est sur la réussite. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait frappé dans ton doc. Je crois que j'avais fait une capture d'écran là que j'ai mis dans les commentaires. Vous irez voir dans les commentaires, j'avais mis une capture d'écran du document, mais je vous le redonnerai le lien, parce que dans cette intro-là, j'avais bien aimé aussi le fait que tu avais mis, mais donc c'est moi je l'avais mis dans mon article, c'était avant de voir votre document, c'était de dire qu'avant tout, il fallait jouer, quoi, donc le jeu au sens premier, pas au sens match, mais au sens rigoler, un défi, etc. Et puis moi, j'avais mis... Moi, j'ai rajouté je l'ai pas mis dans mon article, mais depuis, je me suis dit, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé aussi depuis que j'entraîne les petits, c'était la nouveauté. C'est-à-dire quand tu dis, attention, aujourd'hui, on va apprendre un nouveau truc, on va apprendre un nouveau geste. Et je pense que ça, c'est la clé
c'est l'une des clés de conservation de la motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, attention, aujourd'hui, nouveauté. Et le problème, c'est quand on aborde une nouveauté, et là, j'aimerais bien ton avis, c'est que moi, j'ai été confronté, et donc depuis, j'ai eu une réflexion là-dessus, mais que nouveauté dit difficulté. Et donc, je le mets souvent. Par exemple, si on aborde l'appui décalé en U11 parce que ça fait on y va, on a fait appui décalé, oh, c'est nouveau, il y a de la difficulté. Et toute ma difficulté de la difficulté, c'est de pas être dans l'échec que toi tu préconisais où il faut surtout pas être dans l'échec. Alors comment on gère cette nouveauté et l'échec? Après, je pense qu'il faut bien dissocier quand on s'adresse aux baby basketteurs. Donc pour moi, c'est des enfants à 5 ans en dessous. Et quand on aborde, c'est même pas trop les baby, c'est pas trop l'âge, c'est le temps de pratique. C'est-à-dire entre un enfant qui n'a qu'un an de basket, qui est en dessous de 7-8 ans, et un enfant qui a 3-4 ans de basket. Parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des baby basketteurs à 6 ans qui pratiquement pouvaient déjà rentrer sur l'entraînement comme en U11 avec des appuis décalés, des choses comme ça. Alors qu'un enfant de 7 ans qui arrivait avec un an de plus, bah, lui était complètement nouveau et lui, il fallait presque repartir sur les histoires comme un baby basketteur. Voilà, donc je pense qu'il faut dissocier ces deux âges, l'âge réel et l'âge basket, quoi. Bon. Et voilà. Après, je pense que quand on passe dans le basket, hein, pour moi, à partir de U9 normalement, où là, l'enfant comprend bien le jeu, a compris tout ce qui était les tenants, un peu les aboutissants du basket, et qu'il a compris qu'il avait besoin d'éléments techniques. À ce moment-là, bah, c'est vrai que la nouveauté de dire aujourd'hui on va faire tel nouveau truc, je pense que là, l'enfant, il est capable d'accepter les échecs au départ et qu'il n'y arrive pas, il dit bah oui, c'est normal, c'est nouveau, tu vas y arriver. Et puis qu'il suffit qu'il y en ait un à l'entraînement, on commence à y arriver, il dit bah regarde, tu as vu comment il fait comme ça, et ça sera différent. Par contre, pour les tout petits, les 4 ans, voilà, l'important, les tout débuts, c'était qu'ils soient en réussite et qu'ils le soient dès le départ pour les accrocher. Bien évidemment, au fur et à mesure de la saison, à partir du moment où ils passent, entre guillemets, comme de baby basketteur à basketteur, et ben là, on peut rentrer sur de l'apprentissage qui demande forcément d'apprendre des choses nouvelles et donc d'être à un moment en situation d'échec un peu, quoi. Mais à gérer, et puis bon, ça c'est à l'entraîneur de rassurer, de donner des conseils, de simplifier, et puis pour qu'il y arrive, et après il y arrivera là, etc. etc. Ouais, tout à fait. Il y a une question de Michel. Quels sont pour vous les traits de caractère principaux, j'imagine, d'un entraîneur de mini-basket? Je te laisse répondre avant, si tu veux. Ouais, je pense qu'il faut un côté, on va dire, alors convivial. Euh, Tu l'as dit, la relation avec les parents est quand même très importante. Et voilà, on a toujours un peu l'esprit des entraîneurs qui font très sévères, peu de relations avec les parents, avec les enfants un peu froids, etc. Bon, moi, je pense que c'est important que les gens se disent bonjour, que voilà, qu'il y ait des petites boutades, des choses comme ça, de la convivialité. Même ça n'empêche pas qu'après, sur le terrain, on fait des choses sérieuses, on répète, et puis qu'il faut faire les choses comme il faut, ne pas tricher, etc., etc. Donc voilà, je pense que le bon entraîneur de mini-basket, voilà, il faut qu'il ait un côté relationnel important, que ce soit avec les enfants, avec les parents, parce qu'on reviendra aussi sur pour moi, ce qui est important dans l'organisation de l'école de mini-basket. Et un des points dont tu parles dans ton article, euh, comme je le dis sur le baby basket, la séance de baby basket, il faut raconter une histoire. Et moi, je pense que dans le basket, il faut vivre des histoires, voilà, avoir des histoires communes. Et ces histoires communes, il faut les créer. Alors, le basket permet d'en créer à travers les matchs, les tournois, à travers les compétitions. Mais moi, de tout temps, j'ai toujours essayé, alors pour X raisons, mais je me suis rendu compte que c'était un lien important, de créer des événements, à savoir aller faire un tournoi en Espagne, un peu loin, etc., de partir ensemble, de dormir à l'hôtel, dans une auberge de jeunesse, dans un camping, d'avoir des matchs où on perd, où on gagne, où c'est dur, où on se fait, entre guillemets, conspuer par toute la salle, et puis que la salle nous applaudisse après, enfin, des histoires comme ça. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'histoires à travers notre club, les sélections départementales, et puis voilà, on a plein de souvenirs. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est quand je retrouve ces gens avec qui on a vécu ces histoires et qu'on a l'œil
l'œil qui brille, entre guillemets, de se retrouver et puis de se dire, ah, tu te rappelles, ouais, là, c'était bien, ça, c'était chaud, ça, c'était… Et c'est tout ça, c'est tout ça qui fait cette force, qui font que les gens restent, même si pendant 2-3 ans, je sais que je ne vais pas avoir de contact avec ces gens, et dès qu'on va se revoir, il va se passer un truc, et dire, bah oui, parce qu'on a vécu ces moments forts qui nous ont unis. Et ça, c'est valable à tous les niveaux, jusqu'en senior, bien évidemment. Et donc, pour ça, je pense que dès l'école de basket, c'est important de pouvoir construire ces histoires, ces événements, et ne pas être seulement que sur le championnat, les matchs gagnés, perdus, etc. Mais voilà, pour ça que moi, j'essaye d'inciter aussi nos entraîneurs au club de partir sur des tournois. Voilà, moi, une de mes qualités, je pense, et ça a été toujours de faire ça, d'essayer de dire, bon, allez, là, on part à Barcelone, il y a un tournoi, ça sera dur, ça sera pas dur, on ne sait pas, on verra. Mais voilà, on passe 2, 3, 4 jours à vivre ça tous ensemble. Et ça fait partie des qualités, donc on va dire, d'organisateur que doit avoir un bon éducateur pour moi de mini-basket, de pouvoir amener les parents, les enfants, puisque l'avantage dans ces catégories-là, c'est que les parents suivent. Voilà, donc, et qui restent, entre guillemets, de bons parents supporters. C'est qu'après, des fois, ça a tendance à être un peu plus compliqué à gérer, quoi. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, on se souviendra toujours du papa qui avait oublié sa glacière près de l'arbre en partant du péage, mais on se souviendra pas que la même année, on était 5e de premier niveau région. Enfin, à l'arrivée, voilà, le basket reste, alors pour nous les entraîneurs peut-être un peu différent, reste un prétexte voilà. Alors moi j'aurais mis Michel, moi, pour te répondre, j'aurais mis la patience en fait, mais la patience envers nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de gérer sa frustration. Alors la patience, forcément, il faut de la patience avec les gamins, mais notamment par rapport au fait que ce qu'on voulait mettre en place prenne pas tout de suite. Ben, c'est pas grave. Ce qu'on voulait mettre en place, ça marche pas nickel. C'est pas grave. Le gamin, il a pas compris. C'est pas grave. Enfin, rien n'est grave, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avec des énervements qu'on pourrait avoir ou parce que ça va pas comme on voudrait exactement, mais en fait avec les enfants on contrôle pas grand chose, quoi. Enfin, on contrôle pas grand chose. Au bout d'un moment, après on a les outils pédagogiques pour y arriver, mais voilà, ça moi c'est la qualité que je mettrais, c'est la patience et notamment avec nous-mêmes. Après c'est sûr qu'il faut un certain niveau de compétence, c'est-à-dire que il faut que les enfants, les parents sentent que quand l'enfant vient passer une séance de basket avec l'entraîneur, bah, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, il est ressorti avec quelque chose en plus. Ça fait partie un peu de mes objectifs quand j'entraîne, quel que soit le niveau. Là, même avec les U18, moi, quand j'arrive, souvent, je leur dis, bon, voilà, aujourd'hui, on va bosser là-dessus. Et je mets vraiment l'accent là-dessus. Et j'ai vraiment un objectif précis. Je pense qu'avec les petits, c'est pareil, de dire, ouais, voilà, aujourd'hui, par exemple, ça va être une séance où on va aborder les pas décalés. Alors là, on va être sur le pas décalé du début à la fin, on va bosser là-dessus, etc., etc. Et que les parents disent, bah, tiens, il apporte quelque chose. Et que l'enfant, il dit, ah bah tiens, j'ai appris. C'est un peu la question que à chaque fois que je me pose, même en tant que prof, hein, c'est de dire, bon, bah aujourd'hui, est-ce que l'élève ou le joueur est parti avec quelque chose d'un peu nouveau, où il a tenté quelque chose, ou il a fait comme d'habitude, train-train quotidien. Et voilà, ça, c'est cette question qui turlupine à chaque fois que j'entraîne ou que je suis en séance de PS. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc nouveau qu'on a pu apporter et que, entre guillemets, est-ce qu'on a été un peu utile sur cette journée-là, quoi. Donc cette compétence, entre guillemets, qu'il faut essayer d'avoir et ce truc à apporter, cet apprentissage, ben, c'est autre chose qui permet après à ce que les gamins reviennent, les parents ils sont contents, là, on ne va pas pour rien, etc. Donc voilà, ça fait partie de la dernière et importante compétence hein, qu'il faut avoir aussi, quoi. Tout à fait. Nadine demande, alors on pourrait formuler sa question différemment, mais combien de temps consacrer aux parents dans une séance de baby? Alors on pourrait la tourner en toi, dans ta période où tu gérais des bébés, comment tu gérais les parents dans cette séance-là, en dehors? Est-ce que tu as… Les parents, au départ, sont très importants parce que, voilà, à tout moment, l'enfant, il a souvent à 4 ans, il a besoin il peut avoir peur à un moment ou pas comprendre, et donc il faut qu'il ait la possibilité de rapidement aller voir sa maman, de se faire consoler ou de se faire rassurer ou des choses comme ça, quoi. Donc, je pense que les parents sont importants en étant autour. Après, suivant les situations ou suivant si des parents
revenait souvent, était vraiment présent à toutes les séances et on sentait qu'il s'impliquait au départ en étant un spectateur attentif parce que dans les séances ça rigolait, voilà. Bon, quand il fallait décapiter un bonhomme, des choses comme ça, ou être vraiment dans l'imaginaire, voilà. Et certains parents étaient vraiment très intéressés et donc des fois on pouvait les faire venir dans la séance, aider à ramasser ou à poser, des choses comme ça. Bon, après on pouvait pas avoir tous les parents, c'est pas possible, mais ça faisait partie aussi de la stratégie de certains parents de les faire rentrer un peu dans la séance parce qu'au final, bon, je dis pas que n'importe qui pourrait le faire, mais des fois, je me demande si une maman qui a une expérience avec des enfants ou une nourrice, etc., ne ferait pas aussi un très bon entraîneur de basket, quoi. Et voilà, à partir du moment où on fait shooter, on fait dribbler, je me dis que des fois, et c'est un peu le cas, ce qui est arrivé un petit peu à Toulouse cette année, où on a des dirigeantes, mamans, qui se sont impliquées sur les bébés, parce que nos deux entraîneurs, à un moment, quand il fallait faire plusieurs groupes, parce qu'ils étaient nombreux, et sont venus prendre un petit groupe de 4-5 enfants, et puis s'en occuper, et puis très bien. On en revient cette relation, et c'est relationnel avec les enfants, et de faire confiance aux enfants, et ça, une maman, c'est tip top, quoi. Ouais, de voir Michel rebondit dans ton sens en disant qu'il pensait le faire sur les U7 de son club, d'investir les parents sur l'entraînement, et qu'en athlétisme, ils le font beaucoup. Ça permet aux parents de créer ce lien sportif avec son enfant. À titre perso, Nadine, pour te donner un exemple de comment on peut gérer les parents aussi, parce que en fait, la justesse est toujours entre pas d'envahissement qui ferait que l'enfant s'entraîne différemment quand il est là ou pas, et en même temps, on a besoin d'eux. Perso, avec deux choses, nous, il y a 2 ans sur Luçon, on avait la chance d'avoir accès au dojo de la salle, qui n'était pas pris le mercredi matin. Et donc, les baby baskets, on les faisait dans le dojo. On n'allait même pas dans la grande salle parce que la salle, en plus, tellement grande qu'à 4 ans, la salle, elle est immense, ils sont perdus. Un dojo, c'était un petit peu en vase clos. Les parents étaient bien sûr autorisés parce que je rejoins Benoît en baby. Les parents, faut les autoriser à venir dans la salle parce que c'est un âge où les enfants, ils ont besoin d'être assurés. Et nous, on faisait un espace dans le hall, en fait, sur la séance baby. Donc, que pour les bébés, hein. Sur la séance baby, on avait un espace, le bar, en fait, on a mis une table. Et en fait, tous les mercredis matins, la séance baby, parce que ça durait que 45 minutes. Donc, les parents, c'est pareil. Benoît, on n'en parle pas, mais les parents, des fois, ils font 20 km. Ils vont pas retourner chez eux 45 minutes, ça passe tellement vite. Donc, ils avaient à disposition le café, les gâteaux, et au bout d'un moment, il y a des mamans qui emmenaient elles-mêmes le petit gâteau du mercredi parce qu'elles savaient qu'elle avait croisé d'autres mamans, etc. Ouais. Et on a mis un petit espace travail aussi avec une table qui faisait un peu plus bureau parce que de temps en temps, c'était arrivé qu'un papa vienne avec son ordi et bosse. Voilà. Donc, des petites astuces, mais je pense que cette réflexion-là globale de comment on accueille les parents, et je le mets dans mon article d'ailleurs, c'est pour moi le baby basket et l'école de basket, la clé, c'est même pas les gamins. Les gamins, vous adorez ça, ils adorent ça, ça va marcher. C'est les parents. Est-ce que les parents sont contents de venir? Et si les parents sont contents de venir, je vois pas ce qui peut bloquer votre école de basket, quoi. Enfin, je pense que c'est une clé. Pour rebondir à ce que tu dis là, Benjamin, c'est vrai qu'on a quand même une chance par rapport au sport co, c'est que les parents, quand il faut aller voir le gamin jouer au foot ou au rugby dehors en hiver, alors que et nous, on a des licenciés qui nous arrivent en janvier. Et je suis sûr que les parents qui les amènent, ils disent bon, allez, mon coco, arrête, là, en plus, t'es pas bon, donc arrête le rugby ou le foot, tu vas aller au basket, au moins nous, on sera au chaud, et toi, tu vas te dépenser, et voilà. Donc, on a cet avantage d'avoir ce terrain couvert, et c'est vrai que nous, je pense qu'on a un avantage, même si le handball s'y est mis avec des billes handball, et que tout le monde s'y met. J'ai mon collègue rugbyman qui il y a 2 ans ou 3 ans m'a dit oh regarde le rugby, ils sortent un truc là sur le baby rugby, il l'appelait pas comme ça, ou le kids machin, et il me montre un petit peu les trucs, mais je dis mais attends, nous au basket ça fait 30-40 ans que ça existe, vous n'avez rien inventé, quoi, ça fait un moment, et on a vraiment un gros avantage sur la plupart des sports co où nous on peut vraiment pratiquer le basket de manière sécurisée, sans que l'enfant ait trop froid, trop chaud, et il faut qu'on en profite, quoi. Et tu as raison, les décideurs, ça reste quand même les parents à cet âge-là. Oui. Donc, si les parents sont bien, ils amèneront l'enfant, et l'enfant, pour peu qu'il ait un petit peu de réussite et qu'il se sente bien et que
2-3 fois, il rigole et que à la fin, il y a un goûter, des bonbons, des choses comme ça, il sera bien et il restera. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. On va rebondir. Bon, tu as le bonjour de Sébastien Legros, que tu connais peut-être, qui est de Ouais. Bourgogne là-bas. Salut, Seb. Qui passe le bonjour. Et de Régis Mérard. Salut Benoît, cool de te revoir. Voilà, qui te passe un coucou. Alors, je rebondis parce qu'il y a deux questions qui sont relativement similaires. Donc, c'est Michel qui avait posé et Chat qui demande quand tu es confronté à une différence de niveau, soit entre tes joueurs, soit par rapport aux autres clubs, sur des gamins déjà très compétitifs, au sens compète, au sens opérationnel, au sens on est prêt, on veut apprendre plein de trucs, on sait déjà faire le lay-up, etc. Et les autres qui sont encore essentiellement dans l'imaginaire, l'amusement. Vous me dites si je retranscris bien vos questions. Et donc, ce décalage-là, au sein d'une séance, comment tu l'abordes et comment tu l'envisages? Disons que à quel niveau, en U7, en U9 ou Ouais, alors là, Chat, je suis surpris parce qu'elle dit faisiez-vous des concentrations plateau en baby? Ça m'étonnerait en baby, non? Si, t'en faisais? Si. Enfin, en baby, ouais. au niveau négocié pour le comité, oui. Là, toujours actuellement, il y a au moins 4 ou 5 rassemblements. Ouais, donc il y en avait. Et elle demande, étiez-vous confronté à une différence de niveau par rapport aux autres clubs et comment vous gériez ces écarts d'approche de compétition et de… Au début, quand j'étais salarié du comité, c'est vrai qu'il y avait peu de choses sur le baby, mais c'était exclusivement des matchs, quoi. Et je me demande si au tout début, avant que je reprenne s'il ne faisait pas du 5-5 en baby, quoi, qui était aberrant. Donc rapidement, moi j'ai mis en place des ateliers. Donc en fait, on faisait un rassemblement baby avec 4, 5, 6, 7, 8 clubs. On mettait en place 7, 8, 12 ateliers avec les paniers, etc. Et j'envoyais donc les ateliers, les exercices à faire à tous les clubs. Et ils savaient qu'ils avaient tel exercice à faire, etc. Et donc les enfants, par petite équipe de club, allaient sur un atelier, faisaient l'exercice, on faisait une rotation. Et après, alors soit on faisait 2 ateliers et après ils avaient un petit match en 3-3. Et donc sur la rotation, ils se retrouvaient à jouer un match en 3-3, et puis après ils changeaient d'atelier, à nouveau match en 3-3. Et soit après on faisait tout un tour d'atelier, puis après tout le monde faisait des petits matchs en 3 contre 3, de manière très. J'ai encore des petits films de mes gamins en train de jouer, où j'en ai un qui vient prendre le ballon de son coéquipier parce qu'il se trompe de panier, qu'il fallait aller marquer à l'autre panier, alors, il était perdu, bref, donc on en rigole, mais donc voilà, c'était vraiment histoire de dire qu'on commence à les faire jouer un petit peu au basket, un peu comme les grands, mais voilà, à la rigueur, la plupart préféraient l'atelier où ils passaient sous un banc, sur un banc, qui ramassaient un petit jeton et qu'ils allaient shooter, enfin voilà, je pense que les enfants beaucoup préféraient l'atelier que le match en lui-même, où il y en a beaucoup qui ne comprenaient rien, quoi. Ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire, quoi. Donc voilà, il y avait ces rassemblements. Après, pour les écarts de niveau, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un enfant, moi j'ai eu des fois des bébés à 6 ans que j'ai envoyés sur des U11 parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils jouent au basket et que voilà, ils devaient travailler maintenant ou apprendre comme un U11. Donc, si vraiment il y a des écarts importants avec certains, c'est le surclassement, entre guillemets, tout simplement. Dès que nous, ça a toujours été comme ça à Toulouse, dès qu'il est au-dessus de sa catégorie, il va s'entraîner, voire jouer même avec la catégorie au-dessus. Et puis c'est comme ça qu'on essaye de gérer ces écarts de niveau qu'on retrouve un peu partout, je pense. Tu as autre chose aussi. Alors ça, c'est des règles. Moi, j'ai fait énormément de basket école, d'intervention scolaire, mais vraiment énormément. C'est-à-dire que il y a mes dernières années, là, je faisais quasiment 7 à 800 élèves du secteur en école primaire. C'est un truc qu'on faisait énormément. Et dans le basket, donc je faisais des tournois alors c'est pas le baby basket, c'est plutôt du mini, c'est plutôt des CE, des CE1, CE2, CM1, voilà. On faisait des tournois de fin de saison entre toutes les écoles. Donc on avait 150, 200 gamins dans la salle. Et moi j'avais mis en fait, ce qu'on ferait peut-être pas en basket dans nos séances parce que c'est aussi contraire à l'esprit de notre sport, enfin sur certains points, mais c'est de se dire, les matchs étaient très courts, au maximum, un joueur ne pouvait marquer que 5 paniers. Et quand il avait marqué 5 paniers, il n'avait plus le droit d'en mettre. Ou il avait le droit d'en mettre, mais ça comptait plus pour son équipe. Le deuxième truc qu'on faisait, c'était que
Alors ça, je le faisais plutôt en séance. Un joueur qui était vraiment très fort dans une équipe et surclassé, c'est peut-être trop tôt, mais son équipe est trop faible. Enfin, c'est pas toujours facile non plus de les séparer. C'est de récompenser la passe. C'est-à-dire que ton joueur très fort, et personne n'y pense à ça, ton joueur très fort, tu lui dis, si tu fais une passe et que ton coéquipier marque, on rajoute 2 points, on rajoute 1 point. Alors évidemment, tu fais le même pendant de l'autre côté, sur l'autre équipe qui a aussi un autre joueur fort. Mais cette idée de valoriser, de dire le joueur, bah regarde, paf, ta passe, si tu fais une passe et qu'il y a panier, je vous rajoute 3 points de plus. Ah bon, donc ça vaut plus que mon panier que je mets à 2 points. Bon, parce que souvent, quand un joueur domine, c'est qu'à un moment donné, il prend le ballon, il traverse. Et voilà. C'est des petites astuces pour être dans le concret entraînement. Voilà, dans une école de baby. Ah, Mohamed, salut Mohamed, enchanté de voir ici. Dans une école de baby et mini basket, à quel âge on commence vraiment à travailler les fondamentaux? En fait, il le travaille dès le début. Le début, je veux dire les fondamentaux du basket, si on est sur dribbler, tirer, passer, se déplacer, dès le départ, je veux dire, à partir du moment où n'importe qui prend un ballon et commence à tirer, si pour peu qu'il doit, on lui demande d'aller dribbler, sachant que le dribble au début chez les bébés est très compliqué quand même, mais voilà, dès le départ, mais on n'est pas sur un apprentissage, on va dire, analytique, répétitif, de tout ça. Voilà, il faut le contourner en racontant cette histoire qui fait qu'on va l'obliger à tirer, à dribbler, à faire la passe ou à dribbler en se déplaçant en zigzag ou en passant par-ci, par-là, etc., quoi. Donc, pour moi, les fondamentaux, tir, passe, dribble et déplacement aussi sont mis en place dès le départ, en fait, dès les premières séances. Et me concernant, je pense que c'est la différence d'approche. C'est-à-dire qu'en baby et en mini, on va travailler les fondamentaux, mais on va pas en faire un objectif principal. C'est que ça va être dans la globalité. Tiens, en même temps, ok, le thème. Moi, mon thème, je sais que c'est le dribble, par exemple. Donc tout ce que je vais mettre dedans, c'est pour améliorer leur dribble ou pour qu'ils dribblent beaucoup. Après, en baby, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire, hein. Il y a aussi des passer sous un banc, sauter, courir, se rouler. Voilà, il y a d'autres choses aussi. Mais et ils vont faire des fondamentaux. Mais si tu parles fondamentaux vraiment purs techniques, pour moi, après, c'est toujours pareil, ça va dépendre du gamin, mais ça va démarrer, à mon avis, plutôt en U11. Et en U9, moi, on parlait de mon colloque avec Benoît, tu vois, je reviens à mon colloque parce que c'est la bonne occasion de parler de cette vision-là. Moi, je donne d'abord des intentions prioritaires avant de rentrer dans la technique. Et une fois que les intentions sont comprises, je rentre dans la technique pour consolider ces intentions. Par exemple, comment on joue vite? L'intention de jouer vite, c'est comme ça, comme ça, comme ça, avec des images. Et après, une fois qu'ils ont compris, je rentre, ok, maintenant, ça suffit pas. Ton dribble, il doit être plus long, il doit être, voilà. Mais comment vas-y, excuse-moi. Vas-y. Justement, là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un peu aussi ce qui organise ma pensée et ce, quel que soit le niveau que j'entraîne. C'est-à-dire que moi, j'ai appris le basket comme ça et je l'ai beaucoup enseigné comme ça. C'est-à-dire qu'on part toujours du fondamental, tirer, dribbler, etc. Et petit à petit, on va jusqu'au 5-5 pour aller très vite. Même si à mon avis en baby basket et en mini basket suivant les niveaux, et c'est pas forcément, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais de voir jusqu'où on joue, si on joue en 5-5, en 4-4, en 3-3, etc., quoi. Mais voilà, en tous les cas, il y a toujours cette démarche du fondamental, du technique jusqu'au tactique, stratégique et 5-5. Voilà. Et moi, s'il y a une chose sur laquelle je me sens parfois un petit peu différent ou voilà, je fonctionne différemment en tous les cas, c'est que moi, je pars souvent de l'inverse. Voilà, à titre d'exemple, quand je démarre ma saison U18, je démarre beaucoup avec la mise en place du jeu et je dis comment on va jouer à 5, ce qu'on va faire. Et ça, quelles que soient les catégories, U13, U15, etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va jouer à 5. Donc, si je vais m'occuper de U11, dans les Pyrénées-Orientales, on joue à 4 contre 4. Et je partirai du 4-4, voilà comment on va jouer en 4-4, donc sur du jeu rapide, etc. Et de là, je vais revenir aux fondamentaux et j'espère être un peu plus explicite pour mes joueurs et que ça leur donne un peu plus de sens. Quand je vais leur dire, voilà, on va travailler le dribble de telle manière, tu vas aller là et tu vas le travailler comme ça, mais tu risques d'avoir un défenseur parce que quand on sera à 4
eh ben, il va te gêner. Et là, je vais te permettre, en travaillant ce dribble, de pouvoir passer, etc., etc. Et donc, je travaille beaucoup sur l'inverse, c'est je pars du collectif, du 5-5 pour aller au travail technique individuel. Et après, suivant les catégories, en U15, en U18, jusqu'au travail physique, voire même travail d'approche mentale, etc., etc. Mais tout est en lien, toujours, avec comment on veut jouer en 5 contre 5. Pour que ça soit clair, pour que je me dise que si je dis au gars qu'il faut qu'il fasse 15 répétitions de squat comme ça, je lui dis tu fais ce squat parce que ce squat va t'aider sur bloquer au rebond. Si je vous embête à faire des allers-retours en jeu de jambes, c'est parce que notre défense demande ça, etc. Et voilà, c'est cette approche, et je pense que c'est pareil que pour les babies, comme tu le dis, ou sur le mini-basket, c'est travailler sur les intentions, comment on va jouer, et de là, on va tirer, entraîner techniquement, voire même physiquement, sur des équipes, les équipes élites, quoi. Alors, petite question encore. Alors, il y en a 3, peut-être qu'on peut répondre rapidement. Quel ballon conseiller, taille 3 ou taille 5 chez le baby? Ça, c'est la première question de Nadine. Pour ou contre l'école de course? Si oui, à partir de quelle catégorie? Ça, c'est Chat. Et Michel qui demande, as-tu des astuces sur le tir chez les petits? Alors, ballon d'abord, taille 3, taille 5. Alors, bon. Je sais pas, mais apparemment Decathlon, parce que le comité là va nous a proposé des ballons taille 4. Decathlon développe des taille 4 avec une texture plus souple. J'en ai eu un là qui a l'air sympa là. Donc je crois qu'on en a eu 2-3 là, ils les ont essayés au club et ça m'a l'air pas mal en taille intermédiaire entre le 3 qui est petit mais suivant la texture qui peut faire mal et du coup on peut ils peuvent le prendre plus facilement dans la tête dès qu'on commence à aborder les passes. Et le taille 5 qui peut être très gros, mais pareil, si c'est une texture. Bon, je dirais que de toute façon, avoir tous les ballons possibles, et puis après, chaque enfant va s'approprier peut-être un ballon qui va mieux lui aller. Un certain va prendre le taille 5, ça sera plus facile sur le dribble, par exemple, parce qu'il pourra mieux contrôler s'il part. Que le taille 3, il a tendance à plus partir. Voilà, donc il faut voir ce taille 4, là, ce que ça donne. De toute façon, ça se développe et c'est l'avantage de cette technologie, là, enfin, tous ces comme les paniers ont largement évolué. Genre, là, facile d'avoir des paniers maintenant dans les salles adaptés au baby, quoi. Après, Tout à fait. question, c'était. L'autre, c'était l'école de course pour ou contre. Donc, bon, en baby, en mini. Ouais. Alors, il faudrait c'est du développement moteur. Voilà, c'est du développement moteur. Je pense qu'en baby, s'amuser à faire le cheval, à faire des montées de genoux, griffer, un moment dans la séance, dans l'imaginaire des enfants, de les transformer en animal et qu'ils soient obligés de faire des trucs qui se rapprochent un peu des éducatifs de course ou à se déplacer latéralement. Oui, ça c'est à construire, mais après, d'être vraiment dans une école de course, je pense qu'à partir de U9, ouais, je pense que sur des entraînements, des situations d'échauffement, des choses comme ça, rentrer sur l'école de course, ouais, c'est intéressant. Et encore plus en U11, où là, je pense que c'est vraiment très, très, très important. U11, U13, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai attaché un petit peu d'importance, mais sans qu'on en fasse pendant des heures et des heures. Mais en termes de coordination et de course, ouais, c'était intéressant. Ok. Et astuces sur le tir chez les petits, quelles étaient les tiennes ou quelles sont les tiennes? Est-ce que tu en as? Truc oui, moi j'en ai une que j'utilise même avec des adultes débutants, on va dire, c'est le fameux carré magique. C'est-à-dire que voilà, j'apprends rapidement à utiliser le carré derrière le cercle. Alors pour ça, il faut avoir un panier. C'est vrai que les paniers où il n'y a pas de planche, c'est compliqué, mais faire comprendre que voilà, en utilisant la planche, en te mettant un peu sur le côté, en haut à droite, en haut à gauche, automatiquement, on change un peu la trajectoire puisqu'il faut lancer sur la planche et non pas lancer vers le cercle. Et ça, c'est assez radical, on va dire, que ce soit mes élèves en collège qui font jamais de basket, dès que je leur parle de carré magique, voilà, j'ai au moins la moitié de la classe qui comprennent et qui marquent des paniers. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour les autres, une fois qu'ils ont compris l'utilisation de la planche et construire un tir un peu plus loin,
moi, j'attache beaucoup d'importance à la trajectoire. Voilà, leur expliquer que le panier, voilà, j'ai mon panier, quand le ballon arrive comme ça, bah, c'est plus compliqué que s'il arrive comme ça, quoi. Et donc, construire la trajectoire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir une trajectoire? Et ben là, forcément, on peut les aider à se mettre un peu plus sous le ballon, à pousser, etc. Et après, bah, si vraiment ça suffit, on doit rentrer un peu plus dans le détail, bah, c'est la coordination, la position du bras, de la main, etc., de finir les doigts dans le cercle. Après, on reprend un peu tout ce qui est dit. Mais moi, je fais beaucoup d'exercices où il faut marquer en switch, puisqu'à partir du moment où il marque en switch, bon, ça veut dire que la trajectoire est bonne. Et donc, s'il a fait une bonne trajectoire, c'est qu'a priori, il a plutôt fait un tir qui est correct. Après, il faut juste vérifier au niveau des appuis. Mais bon, je pense que voilà, ça serait un peu l'idée, carré magique, switch, et puis après, aller plus sur la coordination, voir où il place son ballon. C'est pas, pour moi, c'est pas le plus important sur les petites catégories dans un premier temps. Mmh. Ok. La fin, hein, pas de magique ou du switch. On a bien compris. Bon, il y a plein de choses intéressantes. Après, toi, tu auras accès aux commentaires si on veut continuer à, voilà, pour pas faire une session non plus qui déborde trop. Voilà, juste on reprend. Il y a Alain qui pense. Moi, je vais rebondir sur le dernier message d'Alain, la Ribrol, qui précise, et je l'ai mis dans mon article, j'en suis de plus en plus convaincu. Il met l'idéal pour une école de basket, c'est une structure distincte au sein du club avec un responsable et des animateurs sous sa responsabilité. Et moi, je partage totalement ce point de vue-là. Je l'ai peut-être formulé différemment, mais il faut qu'il y ait une équipe dédiée pour une raison très simple, c'est que c'est énergivore. Parce qu'il faut faire des animations, il faut penser à des trucs, il faut des stages, des vacances, le Père Noël, le machin. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Et que lorsque c'est quelqu'un qui fait ça, mais qui en plus fait les U18 France, et salariés, en fait, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est qu'on peut pas faire les choses voilà. Et que quand on a une équipe de gens qui ne fait que ça, eh bien, voilà. Et moi, je rebondis sur ça, Alain. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut, voilà, si tu veux conclure là-dessus peut-être, mais la place d'une école de basket, pour moi, elle doit être spécifique avec des gens qui travaillent. Alors c'est sûr, mais après ça dépend les possibilités des clubs aussi. Hein. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des parents, si on implique des parents et que les enfants partent dans les autres catégories, ils arrêtent d'intervenir dans l'école de basket. Donc bon, il est sûr, tu l'as dit dans ton article, c'est clair que les salariés, c'est vraiment le point important. Nous, à Toulouse, on a 2 salariés, 25 heures, et ils s'occupent des U7, des U9, des U11, ils interviennent, ils ont d'autres équipes, mais en tous les cas, ils interviennent forcément sur ces catégories-là, quoi. Et donc, c'est sûr que le salarié, lui, il a une permanence qui fait qu'il doit après prévoir la manifestation de Noël, de Pâques, prévoir ci, prévoir ça, etc. C'est à eux d'être force de proposition et de mettre en place ces choses-là et de s'appuyer sur les parents du moment des catégories qui ont déjà vécu avec le petit frère, le grand frère, et qui vont faire pareil avec le petit frère. Et voilà, donc c'est sûr que quand on a un club avec des salariés, c'est beaucoup plus simple et tu as raison. Après, de là à avoir une structure complètement à part, ça dépend des clubs. C'est sûr que des clubs pro, l'Asvel ou des choses, Limoges, des choses. Après, en plus, eux, ils ont le secteur amateur et professionnel. Mais dans un club, on va dire intermédiaire comme nous, tant qu'à la rigueur, et comme tu l'as mis dans ton article, c'est-à-dire que tant que le club, les dirigeants font l'effort de dire attends, on met des compétents, des entraîneurs connus, des gens qui font bien les choses sur les petites catégories U7, U9, U11, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, sans être obligé d'aller sur une structure, on va dire, différente. Mais pas le jour où les dirigeants disent oui, le mini-basket est important parce qu'ils vont mettre le père de 15 ans qui s'occupe des U7, c'est vrai que c'est pas très sérieux et c'est voué à l'échec de toute manière, quoi. Donc voilà, au moins mettre des entraîneurs compétents, ça c'est vrai que c'est le plus difficile parfois à trouver et c'est sûr que quand c'est des salariés qui ont cette permanence dans le temps, c'est l'idéal, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. En conclusion, j'aime bien la conclusion de David qu'on a dit et redit. Ne pas oublier que les parents sont aussi des ressources et pas que des emmerdes. Voilà. C'était peut-être la phrase de conclusion, mais je pense qu'on est tous. Voilà, il faut que tout le monde évolue là-dessus et qu'il faut en faire des partenaires, quoi. Voilà. Benoît, en tout cas, je te remercie énormément pour ta participation aujourd'hui.
On sera peut-être amené du coup Ça fait plaisir. à se recroiser. Et voilà, si vous avez des questions à Benoît, ben, vous pouvez les mettre en commentaire sur le live là, il pourra aller consulter et peut-être répondre. Alors pas avec son profil parce qu'il n'y a pas de profil Facebook, mais avec celui de Séverine Benitez. Donc si vous avez les réponses de Séverine, ce sera sans doute Benoît. Voilà, donc n'hésitez pas ou elle d'ailleurs, oui. N'hésitez pas voilà, à lui poser des questions et puis s'il ne les voit pas, je lui dirais qu'il y en a une ou deux qui sont intéressantes. Et voilà. Et donc comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à partager l'article du blog sur l'école de basket et on mettra cette jolie intervention sur la chaîne YouTube voilà, dans la journée pour que vous puissiez la revoir. Voilà. Benoît, je t'invite à rester. Je vais quitter le live, mais à rester avec moi si tu veux 5 minutes après. Okay. Et on vous dit tous à bientôt. En tout cas, je vais le faire. Merci Benoît. Salut. Salut.